Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. À la une de l'actualité, l'ambition du Bénin d'assurer la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources intérieures et extérieures pour le financement du développement durable d'ici 2033. Le Conseil des ministres approuve ce jour la politique nationale de financement du développement pour les 8 prochaines années. Les universités publiques du Bénin accueillent la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui entame une tournée. L'université d'Abomey-Calavi est la première à recevoir Éléonore Yaïla Descamps. On fait le point dans ce journal. Enfin, en interactualité, la célébration au Mali de la Journée nationale de la solidarité retrouvée et l'investiture du président de la République au Mozambique. Le point, c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition, une édition au cours de laquelle nous avons une invitée, Roselyne Abbé, directrice générale d'EDC Investment Corporation, SGI du groupe Ecobank. Roselyne Abbé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes là pour nous donner plus de détails sur l'opération publique de vente de la BIIC, entendez la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. Exactement. Très bien, on revient à vous. Le temps juste de parcourir le Conseil des ministres. Dans 8 ans, le Bénin pourrait-il assurer le financement du développement durable? Le gouvernement en nourrit l'ambition avec comme base une mobilisation des ressources extérieures et intérieures. La politique nationale de financement du développement pour la période 2025-2033 vient d'être approuvée par les membres du gouvernement. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce 15 janvier 2025. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Les décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2025, qu'a présidé le chef de l'État, M. Patrice Talon, relèvent essentiellement du chapitre des communications et en voici la teneur. En point 1, approbation de la politique nationale de financement du développement, PNFD 2025-2033. Cette politique est issue d'une démarche participative et postule qu'à l'horizon 2033, le Bénin assure la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources intérieures et extérieures pour le financement du développement durable. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont identifiées, à savoir l'amélioration du système de financement intérieur, le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du système national de financement extérieur du développement et l'amélioration de l'attractivité du pays. Par la suite, 3 programmes seront clairement mis en évidence pour y contribuer. Ils se rapportent au renforcement du système de mobilisation des recettes publiques, à la diversification des sources de financement pour la croissance inclusive et durable, puis au renforcement de la gouvernance du financement du développement. Les ministres chargés du développement et des finances sont instruits d'en assurer la mise en œuvre cohérente, les ressources étant à mobiliser aussi bien par le budget national et les collectivités territoriales que négociées auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé. En point 2, travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries et pistes dans les communes de Savalou et Banté. Les 10 travaux concernent la réhabilitation et l'aménagement de 18 km 022 de voiries dans la ville de Savalou, dont 2 km 974 de route en terre, l'aménagement de 6 km 881 de voiries et assainissement à Banté, ainsi que la réhabilitation de 53 km 46 de route en terre et pistes rurales dans les localités de Gouka et Pira de la même commune. Pour leur conduite dans les règles de l'art, à l'instar des travaux réalisés au niveau des villes ayant bénéficié du programme asphaltage, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets et entreprises expérimentés. En point 3, réalisation des études complètes d'aménagement de 1500 km de pistes rurales et 1071 km 487 de routes en terre classées. Ces études interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réfection des pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025.
Les départements concernés sont la Libori, le Borgou, la Takora, la Donga, le Zou, les collines, l'Atlantique, le Koufo, le Mono, le Mé et le Plateau. Elles permettront une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des populations concernant l'aménagement de pistes rurales afin de les rendre carrossables en toute saison. Ainsi, les dites études, en plus de celles réalisées au titre de la campagne 2023-2024, serviront de base au programme d'aménagement des pistes rurales et routes en terre classées, projeté à partir de la campagne 2025-2026 en application de la nouvelle stratégie nationale de l'entretien routier. En point 4, agrément au Code des investissements. Les deux sociétés concernées sont bénéficiaires du régime des investissements spécifiques du dit Code et sont porteuses de projets à même de contribuer au développement touristique et à l'attractivité de la destination Bénin. Il s'agit de Société civile immobilière native, SCI Native, pour son projet de rénovation de bâtisses afro-brésiliennes dénommé Native Hotel dans la commune de Ouida, lequel participe à l'amélioration de l'accueil des touristes en leur garantissant une hôtellerie de qualité où des œuvres d'art côtoient l'architecture d'origine et un design contemporain local. Lagardère Travel Retail Keila Bénin, SAS, pour son projet d'ouverture de boutiques Duty Free à l'aéroport international de Cotonou, en vue d'offrir aux voyageurs une gamme plus variée de produits et souvenirs made in Bénin. Au chapitre des mesures individuelles, M. Ibrahim David Salami est nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême sur proposition du président de la dite Cour et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Et après le compte-rendu du Conseil des ministres, Wilfried Léandre Rungbeji se prête aux questions de la presse. Première interrogation, quelle est l'attitude du Conseil des ministres après l'attaque du 8 janvier dernier qui a coûté la vie à une trentaine de soldats? Vous allez le voir, le gouvernement a pris la mesure de cette triste situation. Les propos du porte-parole du gouvernement en disent long. Il est au micro de Jérôme Hongbo, Patrice Rougnet et Mohamed Biya. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, relativement à cette préoccupation, réitérer les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et à la nation béninoise tout entière, étant entendu que le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale avait déjà formellement saisi chaque famille endeuillée d'un courrier officiel lui présentant les condoléances du gouvernement et indiquant les mesures d'accompagnement prévues par les textes, lois et décrets adoptés par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement lui-même à l'initiative du chef de l'État et de son équipe, lesquelles mesures seront effectivement mises en œuvre au profit des ayants droit de ses compatriotes tombés en défendant la patrie. Relativement aux conditions dans lesquelles ce drame est survenu, nous avons bien évidemment commencé à tirer les enseignements. La hiérarchie militaire s'est portée sur les lieux pour apprécier de visu ce qui a pu se passer. Le chef de l'État et son gouvernement s'en sont préoccupés. Des discussions ont eu lieu, des évaluations ont eu lieu, afin de voir comment optimiser encore notre stratégie et la façon dont le commandement se fait. Je voudrais ensuite vous dire que s'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée avec les pays voisins. C'est encore le président Patrice Talon qui a eu l'idée de ce qui a été appelé l'initiative d'Accra, par laquelle il demandait justement à tous les pays de la communauté de mutualiser leurs moyens, leurs stratégies, afin de conduire une riposte concertée face à ce phénomène. La disponibilité des autres n'étant pas apparue de façon manifeste, notre pays a pris sur lui d'engager les investissements nécessaires, les recrutements massifs aussi, la mise à disposition d'équipements adéquats pour faire face à ce phénomène.
les résultats sont tels que, s'il est vrai que nous connaissons de temps à autre des attaques, celles qui sont enrayées en amont représentent N fois le nombre de celles qui ont des effets, du genre de ce qui est intervenu le 8 janvier et que vous avez évoqué. Et il ne vous aura pas échappé justement que cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre, certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. J'ai même entendu, j'ai même lu certains postuler que le président accusait les autres pays. Ce n'est pas le cas. C'est un constat que nous faisons. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière, avant que de venir essayer de s'en prendre à nos enfants, à nos hommes, ces délinquants, ces criminels, parce que c'est le thème qui convient, il faut le dire, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. Pour autant, nous savons que nous avons une armée mobilisée, des soldats debout, vaillants, prêts à défendre l'intégrité du territoire national en remplissant la mission que la nation leur a confiée, d'autant que le gouvernement, pour sa part, s'emploie à accomplir également sa part de mission. Et le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos soldats, c'est déjà, pendant qu'ils sont là, leur garantir les meilleures conditions d'exercice de leur ministère. Donc, mettre les moyens à leur disposition, mettre les hommes qu'il faut à leur disposition. Et quand je parle de moyens, des moyens adéquats. Et Dieu sait qu'ils en ont de plus en plus. Et s'il advenait qu'ils viennent à perdre leur vie en défendant la patrie, le meilleur hommage encore que nous puissions leur faire, en gardant le souvenir de leur combat, de leur mémoire au chaud dans nos cœurs, c'est encore d'accomplir les devoirs que les lois et règlements nous imposent en direction de leurs ayants droit, notamment leurs familles et particulièrement leurs enfants. Et là-dessus, l'assurance que je voudrais vous donner, à la suite du courrier envoyé par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, c'est que les engagements de l'État seront honorés par la République, par le gouvernement, et c'est ainsi que nous devons fonctionner pour donner la garantie à tous ceux qui, au péril de leur vie, nous assurent la sécurité quotidienne, assurent l'intégrité territoriale, leur donner la garantie, disais-je, que la République sera toujours à leur côté, que le gouvernement il est mobilisé pour être à leur côté, leur créer les conditions favorables d'exercice de leur métier, mais si d'aventure, et je touche du bois en espérant que cela ne viendra plus, ou en tout cas que cela viendrait le moins possible, si d'aventure on en arrivait là, que leurs familles, leurs enfants ne seront pas abandonnés. Autre sujet abordé par le porte-parole du gouvernement, les Vodou Days, la première édition, laisse un goût de réussite totale au gouvernement. Voyons les propos de Wilfrid Léandre Rungbeji. Entre les lignes, vous soulignez le succès éclatant, je dirais époustouflant, et que l'on aura observé. Ce qui fait que, de par le monde, comme à l'intérieur du pays, la satisfaction est au rendez-vous et chacun a pu être un peu bluffé quand même de voir que nous avons été capables d'organiser une manifestation de cette envergure avec autant de réussite. Je vais profiter de votre question pour dire que ça a été un choix assumé de tenir ces manifestations parce que nous n'avons pas vocation à céder à la provocation ou à céder aux criminels.
Vous aurez néanmoins observé que le premier jour des manifestations, c'est-à-dire le jeudi 9, au lendemain de l'agression, ni le chef de l'État, ni les membres du gouvernement ne s'étaient portés sur les lieux. C'était notre façon d'être en communion avec les familles éplorées et avec la nation dans son ensemble. Mais après, nous travaillons à bâtir un Bénin résilient. Et il ne nous appartient pas de courber l'échine face à l'ennemi. C'est pour cela que nous avons tenu le pari de réussir cette organisation et de faire en sorte que le Bénin soit à la une positivement dans le monde. Ça a été le cas. Maintenant, oui, il y aura toujours moyen d'optimiser, d'améliorer des aspects sur les années à venir. Et je peux vous certifier que nous ne perdons pas le temps là-dessus. Le chef de l'État en premier, qui a convoqué déjà pour vendredi matin une réunion d'évaluation de cette édition des Vodou Days afin de projeter ce que pourrait être l'édition 2026 et que les équipes très tôt commencent à y travailler pour que l'expérience soit encore plus agréable pour tous ceux qui y vont, qu'ils soient des nationaux ou qu'ils soient des touristes. Et on a pu voir combien le nombre de touristes a été multiplié comparé à ce qu'on a observé l'année dernière. Et c'est cela la projection que nous faisons, c'est cela notre ambition, faire en sorte que ce rendez-vous devienne un rendez-vous incontournable, aussi bien pour les Béninois du Bénin, ceux de l'étranger, que pour les touristes, les étrangers en général, qui pourront s'intéresser à la culture africaine, à la culture béninoise en particulier, et faire en sorte que d'année en année, le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année devienne un détour incontournable sur le circuit touristique mondial et que notre pays en tire le maximum de dividendes possible. Les Vodou Days, on continue toujours d'en parler, mais avant de poursuivre, une petite virgule dans cette édition avec notre invitée sur ce plateau. Je l'annonçais à l'entame de ce journal, Roselyne Abbé, directrice générale d'EDC Investment Corporation, est avec nous ici pour nous entretenir sur la deuxième offre publique de vente lancée par l'État béninois après celle de la Loterie nationale du Bénin en 2024. Roselyne Abbé, avant d'en arriver justement au sujet qui nous entretient tout à l'heure, les Vodou Days, qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une très belle initiative. Vous y aviez assisté? Malheureusement pas, je suis arrivée juste après, mais je vais me préparer pour la prochaine édition. Et des échos que vous avez eus très positifs, très appréciés. On a pu voir après sur les réseaux sociaux certaines photos et certaines vidéos. Je trouve que c'est quelque chose de très positif pour notre culture africaine. Allez, on retient que vous prenez le rendez-vous pour l'année prochaine. L'opération de vente d'actions de la Banque internationale d'industrie et de commerce BIIC. Vous êtes là pour nous en dire plus sur cette opération de vente. La BIC, qui, il faut le rappeler, s'est imposée comme acteur majeur du secteur bancaire béninois depuis sa création en 2020, au point où sa performance financière témoigne de sa solidité avec un résultat net en hausse annuelle moyenne de 117%, passant de 5,7 milliards de francs CFA en 2021 à plus de 10 milliards en 2022 pour atteindre plus de 27 milliards de francs CFA en 2023. Alors, l'offre publique de vente en 2025, pourquoi? Que faut-il comprendre? Alors, d'accord, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Alors, l'offre publique de vente, c'est une initiative de l'État. L'État est actionnaire de la BIC et l'État décide de céder ses parts, mais de céder ses parts au grand public. C'est-à-dire l'État décide de faire bénéficier en fait au grand public les avantages de cette structure dont vous avez parlé en termes de performance, qui est la banque la plus performante du Bénin. Donc l'État décide, au travers de cette offre publique, de pouvoir vendre ses actions. On parle d'une part de cession qui est comprise entre 30 et 40%. 30 et 40%. Exactement, et qui équivaut à peu près un montant entre 91 et 121 milliards de francs CFA, à un prix unique de cession de 5 250 francs. Et donc, cette offre publique de vente est lancée depuis le 13 janvier et elle va courir jusqu'au 28 février.
Alors, quels sont les avantages de devenir actionnaire de la BIIC et surtout, qui est-ce qui peut souscrire à cette offre? D'accord. Donc, les avantages, c'est déjà de prendre une part d'une banque qui est la banque la plus performante du pays. En tant qu'actionnaire, vous avez aussi la possibilité d'avoir un droit de vote. Vous avez un droit de vote en tant qu'actionnaire. Donc, vous participez à la vie de l'entreprise, à la prise de décision lors des assemblées générales. Et également, en tant qu'actionnaire, la banque va vous rémunérer à un moment au travers de dividendes qui seront payés de manière annuelle. Aujourd'hui, dans la politique qui est prévue, c'est entre 60 et 80% que la banque, du résultat net distribuable, que la banque va payer à toute personne qui sera actionnaire de cette banque. Alors même si on n'a qu'une seule action... Même si on a une seule action, il faut dire que vous allez acheter ces actions en 2025, mais vous allez bénéficier des dividendes qui seront payés au titre de l'année 2024. Okay. Donc c'est une jouissance courante des dividendes que l'État propose. Alors qui est concerné? Tout le monde, vous, moi, l'entreprise, donc personne physique et morale de droit béninois, personnes physiques et morales hors Bénin, donc de la zone UMOA et également à l'international. La diaspora est également concernée. La vendeuse au marché peut avoir... La vendeuse au marché peut avoir le chauffeur du Zémidjan, exactement. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on souscrit alors à cette offre qui semble véritablement attractive? Alors, pour souscrire, il faut tout simplement aller auprès d'une société spécialisée qu'on appelle Société de gestion et d'intermédiation, donc SGI. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Oui. Donc, il faut aller auprès d'une SGI, ouvrir un compte qui est un compte différent du compte de la banque, qui est un compte titre. Donc, y déposer le montant de ce qu'on veut payer. Bien entendu, remplir un bulletin de souscription avec le nombre de souscriptions qu'on désire avoir et donc déposer l'équivalent en cash sur ce compte. Et la SGI se charge justement après de pouvoir centraliser et une fois que l'opération sera bouclée, vous aurez une notification comme quoi vous êtes actionnaire aujourd'hui. Alors, les SGI, il y en a 37 dans la zone UMOA. Voilà, je voulais justement demander où est-ce qu'on les Exactement. trouve, ces SGI. Alors, les SGI, il y en a 37 aujourd'hui dans la zone UMOA. Ici au Bénin, on a des SGI présentes qui sont aujourd'hui co-chefs de file de cette opération. Je vais les citer. Vous avez Africa Bourse, vous avez UAC, vous avez BFS, qui est d'ailleurs la SGI de la BIC. Okay. Vous avez AGI et vous avez SGI Bénin. Et vous avez également EDC Investment Corporation qui est aujourd'hui présente au travers du réseau EcoBank. Et également, je pense qu'au niveau du réseau BIC, il y a quand même des relais qui sont là pour pouvoir informer les clients. Réseau BIC, réseau EcoBank. Il y a des relais qui sont là dans les agences pour pouvoir informer les clients et les diriger vers les différentes SGI pour pouvoir prendre en compte leur souscription. Même si on vient tout simplement à la BIC, on peut avoir plus de détails sur... Bien entendu, bien entendu. Alors, dernière question. Vous avez conduit la première OPV avec la LNB. Pour celle-ci, vous êtes aussi aux commandes. Est-ce qu'il y a une troisième OPV qui s'annonce peut-être? Je laisserai la primeur au ministre des Finances de l'annoncer éventuellement. Pour le moment, on est sur ces deux OPV. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roselyne Abbé, d'être passée sur ce plateau pour nous en dire plus sur cette opération de vente d'actions de la BIIC. Je rappelle que vous êtes SGI du groupe EcoBank et directrice générale d'EDC Investment Corporation. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas pu être présent à Ouidah pour la célébration de cette première édition des Vodou Days. Eh bien, restez avec nous parce que je vous offre un retour sur la marque particulière des Vodou Days 2025, ce nouveau rendez-vous autour des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou qui change des célébrations habituelles du 10 janvier au Bénin. Ariane Da Silva retrace l'évolution de la fête du vaudou. Suivons plutôt. 10 avril 1992. Une année après son élection, Nicéphore Dieudonné Soglo lance le projet Ouidah 92. Il est aisé de constater que les religions traditionnelles, le vaudou en particulier, ont formé la trame de la culture des peuples noirs de la diaspora, l'élément qui leur a permis de sauvegarder
leur identité. C'est le premier festival mondial des cultures et arts vaudous. Prévu pour le mois de décembre 1992, il sera retardé et n'aura lieu qu'en février 1993. Ouida 92 avait pour objectif de faire accéder la culture vaudou à l'universalité et de mettre en valeur le patrimoine culturel du Bénin. Il s'agissait aussi d'attirer un tourisme culturel et de ressouder la nation béninoise autour de la mise en valeur de sa diversité culturelle. L'initiative a engendré de multiples retombées, notamment le vote d'une loi au Bénin qui reconnaît la journée du 10 janvier comme une fête légale dédiée au vaudou. La construction du mémorial de Zumboji, la construction du monument de la porte du non-retour sur la plage de Ouida. Des acquis renforcés 32 ans après par le gouvernement du président Patrice Talon qui décide de réinventer la fête du vaudou à travers la promulgation d'une loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Article 1er, il est célébré en République du Bénin une fête annuelle des religions traditionnelles. Article 2. Cette fête est célébrée le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année sur l'ensemble du territoire national. Article 3. La journée du deuxième vendredi du mois de janvier et celle du jeudi qui la précède sont chômées et payées. Article 4. La présente loi qui abroge les dispositions de la loi numéro 97-031 du 20 août 1997 portant institution d'une fête annuelle des religions traditionnelles ainsi que toute autre disposition antérieure contraire sera exécutée comme loi de l'État. Les Vaudou Days représentent désormais un événement pour célébrer les arts, la culture et la spiritualité vaudou. Ce grand rendez-vous permet aussi de mettre en lumière ce patrimoine immatériel du Bénin, d'offrir une expérience immersive aux visiteurs venus du monde entier et de positionner le pays comme une destination touristique de premier plan. Très belle initiative, c'est une manière de redorer le blason de notre cher pays à l'international. La décision du gouvernement qui a constitué à centraliser l'événement est une bonne décision. Nous remercions le chef de l'État, le président Talon et nos députés pour avoir reformulé un peu la chose. Après le succès de l'édition 2024, édition test ayant attiré près de 100 000 participants, la cité historique de Ouida a accueilli en 2025 la première édition des Vaudou Days. Un rendez-vous marqué par la grande cérémonie vaudou, les concerts et spectacles qui ont mis en avant des artistes béninois et internationaux. Les animations des places et l'animation du village des Vaudou Days. Des événements qui se sont déroulés dans une ville de Ouida qui a fait sa mue. Le clou des manifestations de l'édition 2025 des Vaudou Days, c'est l'inauguration de l'arène culturelle de Ouida par le chef de l'État. Un joyau pour la valorisation du patrimoine culturel béninois. Les Vaudou Days 2025 qui ont connu leur épilogue le samedi dernier 11 janvier à Ouida. S'il est vrai que les citoyens et les touristes ont encore en mémoire les 3 jours de démonstrations culturelles et cultuelles dans la commune de Ouida, il est aussi vrai qu'ils n'oublieront sans doute pas de sitôt les 2 soirées de concerts vécues au bord de la plage. Retour sur le riche répertoire et le chapelet d'artistes qui ont presté sur scène les 10 et 11 janvier dernier avec ce récit de Rebecca Kenjanronde. Un hymne au vaudou pour planter le décor de ce concert de musique moderne dédié à la célébration des religions traditionnelles du Bénin. Sur scène, l'orchestre Ezatonique, un groupe de musiciens professionnels et expérimentés. Et c'est cet orchestre qui va accompagner sur cette scène des Vaudou Days bon nombre d'artistes comme Ami Mako,
Ou encore Gis et Instime. Ces 6 mains sur ces notes de musique moderne d'inspiration traditionnelle, une nuance zouk et afro-pop enflamme la piste avec ses titres Agondo, Lemiwe ou encore Daga. Axel Meril et Richa Flash vont clôturer le ballet des artistes nationaux pour cette première partie du concert du 9 janvier et laisser place au mythique groupe antillais originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, le groupe Kassav. Tout feu, tout flamme, ambiance électrique, mais surtout nostalgique. La deuxième soirée des Vodou Days va être consacrée à la musique traditionnelle. Tour à tour, Gbezé, Anis Pépé, Barasouno, Alec Péranou, le ballet national Bénin International Music ont provoqué l'excitation et enflammé le podium des Vodou Days 2025. Sans oublier bien évidemment le groupe Kumpa et Kabagrove, les frères Totin et l'homme orchestre Sagboron Danielou, fidèle à son timbre vocal particulier, empreint d'énergie et accrocheur. Et l'une des sensations de cette première édition des Vodou Days, le jeune Boboé. Avec son style hip-hop qui puise dans les rythmes traditionnels, il a su se faire remarquer et captiver l'attention du public. Les Vodou Days, une vitrine de la richesse culturelle du Bénin, un événement désormais incontournable pour tous les amoureux de la culture béninoise, des soirées qui resteront sans doute gravées dans les mémoires des spectateurs et des téléspectateurs. Une fois encore, merci à notre autorité, merci de tout cœur. Et un peu plus loin de la plage où se tenaient ces concerts, un poumon vert, sanctuaire vaudou au cœur de Ouida, une niche écologique avec de nombreuses histoires collées au sacré. C'est la forêt sacrée de Kpassé, un poumon vert objet de curiosité pour nos équipes sur place à Ouida, mais aussi pour les touristes. Allons ensemble à sa découverte avec William Choki. C'est un îlot forestier de 4 hectares, situé au cœur de l'ancien royaume Ouida, aujourd'hui Ouida. Un poumon vert dont l'histoire est intimement liée à Kpassé, le roi fondateur installé à sa vie, mais il venait ici pour faire son chant. Ce roi qui n'habitait pas ici, il habitait sa vie. C'était là-bas que le roi quittait, venait faire son chant ici. Donc on appelle maison du chant. Guéléhoué. La légende raconte que Kpassé a disparu et s'est incarné en cet arbre. Nous étions en 1661. Le Kpassé loco que voici encore debout, un arbre sacré, multicentenaire. Aujourd'hui, ils ont déjà fait une cérémonie au niveau de l'arbre parce que c'est pour la fête du Vodou Days. On va dire que cette forêt est le relique témoin de la végétation de Ouida au XIIIe siècle. L'emplacement où le roi Kpassé, le fondateur de la ville, aurait miraculeusement disparu. Il se serait transformé en fait en un arbre, en un iroko, qui se trouve en vérité dans cette forêt. Où les rituels, le tourisme est organisé, mais le côté sacré reste. C'est au pied de cet arbre
que se font divers rituels, des sacrifices pour le vaudou. Une forêt devenue un temple, un sanctuaire naturel où les esprits des ancêtres sont vénérés. Il y a des gens qui viennent formuler des vœux auprès de l'arbre en touchant l'arbre avec la main gauche. Demande rien que des choses positives. On ne demande jamais de mal pour son prochain au niveau de l'arbre. La forêt sacrée Kpassé est une niche écologique. C'est aussi un musée à ciel ouvert accueillant de nombreux visiteurs. La forêt sacrée regorge de nombreux mystères, des histoires aussi intéressantes que terrifiantes. En témoigne ceci. Il y a une grande pluie qui s'est abattue ici sur la ville de Ouida. Il y a un arbre dans cette forêt-là qui est tombé et qui s'est relevé tout seul. L'arbre également est dans la forêt. Le tronc qui voulait commencer par couper en morceaux, premier morceau coupé, il y a une autre tempête qui a commencé. La tempête a commencé, ils étaient tous tombés, s'évanouir dans la forêt. Après 15 à 20 minutes, quand ils se sont retrouvés debout, quand ils ont vu le reste de l'arbre non coupé par terre qui s'est déjà remis à sa place. L'arbre s'est remis toute seule à sa place, ça a été coupé là où il y a les branches, et c'est là que l'arbre a reparti, toute seule, le 14 juillet 1988. Un arbre mystère, un arbre culte, objet de curiosité, un sanctuaire vert qui draine du monde, une relique encore là, grâce au vaudou. Oui, je suis venu voir. Il y avait des journaux, des radios à l'époque. Mettons à présent le cap dans le département du Zou. Zak Bota a aussi sacrifié à la fête des religions traditionnelles dans l'arrondissement de Tenji. Dazoedor Wenumambu a mobilisé les fidèles vaudous devant des populations qui, vous allez voir, sont restées émerveillées. Parmi elles, nos reporters Pierrette Adanyossi et Kadnel Kako. Ce cri qui résonne depuis la forêt sacrée de Tenji n'est pas ordinaire. C'est celui du vaudou Oro qui donne le coup d'envoi des manifestations. Place aux prières des prêtres de Fa adressés aux dieux depuis les lieux sacrés ici, à Tenji. C'est vrai que sur le plan national, la fête se déroule à Ouida, mais chaque contrée essaie vraiment de renouer ses contrats avec ses ancêtres. Et c'est ce que nous faisons. La parade des vaudous, Segbolissa, Torhio, Sakpata, Rebioso, Zambeto, Oro, ponctués de chants et de danses au rythme des tambours sacrés, égaye la population venue assister à ce rendez-vous culturel et culturel. C'est notre raison d'être. Le vaudou, c'est notre manière. Nous allons continuer à vivifier nos ancêtres. Nous prions nos fétiches à nous combler de leur béatitude, à nous accompagner tout au long de l'année 2025 pour que 2026 soit encore une année de prospérité. Qui perd sa langue, qui perd sa culture, perd son identité. Et l'actuel président a accordé 10 jours pour cette fête. Ces garants de la tradition ont prié pour la nation béninoise en général et en particulier pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir revu le cadre législatif de la fête. Je l'annonçais tantôt en titre, les universités publiques du Bénin accueillent la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a entamé une tournée. L'UAC, l'université d'Abomey-Calavi, est la première à recevoir Éléonore Yaye-Ladécan. Alain Sochouma et Bernol Djobé nous font le point dans ce reportage. La première étape, la conduite à l'université d'Abomey-Calavi. Parfois, on vient avec de très grandes ambitions parce qu'on se dit c'est dans les universités qu'on aura des solutions à nos problèmes. Et quand, avec cette bonne volonté, cet engagement qui nous caractérise, on prend les préoccupations
On rentre dans nos laboratoires, on voit qu'ils sont ce qu'ils sont malgré les efforts des uns et des autres. C'est tout cela, et plus que ça d'ailleurs, qui a mené les uns au niveau des universités avec les équipes, les responsables, les autres au niveau du ministère ou du gouvernement, d'autres au niveau de la société civile, d'autres au niveau de nos partenaires qui nous accompagnent, à proposer des solutions. Et ce sont ces solutions qui ont pris la forme de réformes impulsées par le chef de l'État à travers le leadership qui le caractérise. Parce qu'il se dit, je ne peux pas voir cette dynamique et ces limites et me taire. Alors je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et dans une dynamique d'établissement de langage de Bayer, il a mis en place avec nous, bien entendu, les différentes réformes. On ne peut pas dire que ce sont ces réformes. C'est la solution de sa façon aux problèmes, aux nombreuses préoccupations. L'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi est en fin de mandat. Elle a procédé à une reddition de comptes devant l'autorité de tutelle. Le document de l'audit est disponible. Il s'agit d'une recommandation du conseil de l'administration. Nous, à notre niveau, avec le prestataire, nous l'avons déjà validé. Pour ce qui est des infrastructures, nous avons finalisé les travaux de construction et d'équipement du nouveau bâtiment du rectorat. Tout n'est certes pas rose et la communauté universitaire espère que la prochaine équipe pourra relever les défis qui restent pour rehausser davantage l'image de ce temple du savoir. L'actualité hors de nos frontières nous conduit ce soir au Mozambique où s'est tenue l'investiture du président de la République. Mais avant, on marque un arrêt au Mali où a lieu la célébration de la Journée nationale de la solidarité retrouvée. Le récit est signé Alexandra Djotan. Les Maliens célèbrent la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, une célébration annuelle instaurée par la junte militaire portée au pouvoir par des coups d'État successifs. Cette journée a été instituée en 2023 en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, imposées pour non-respect de la démocratie au Mali. Daniel Chapo est officiellement déclaré président du Mozambique. La cérémonie d'investiture a été organisée ce mercredi à Maputo, dans la capitale, alors que le principal opposant a appelé une nouvelle fois à paralyser le pays avec des manifestations quotidiennes. Daniel Chapo, nouveau président du Mozambique, promet de défendre l'unité nationale. Les victimes des violences sexuelles dans les prisons syriennes vont avoir besoin de soutien et de réparation, plaide Denis Mukwege, Nobel de la paix, pour son action auprès des femmes victimes de viols en temps de guerre. Finalement, c'est une arme inacceptable dans la société que le corps des femmes soit transformé en champ de bataille. Depuis une décennie, l'usage du viol comme arme de guerre s'amplifie dans tous les conflits. Fin de citation, a-t-il déclaré à l'agence France Presse en marge d'une présentation à Genève du Global Survivors Fund qu'il préside. La Chine fustige l'absurdité totale des allégations portées par les États-Unis qui ont imposé des sanctions à de nouvelles entreprises chinoises. Ces entités économiques sont accusées de profiter d'un supposé travail forcé de membres de la minorité ouïghour. C'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec ce même plaisir. Bonsoir chez vous.